Pour cet entretien exclusif de Michael Moorcock et de Fabrice Collin, j'ai glané l'avis de fameux lecteurs que vous entendrez en début et fin d'émission. Bonjour, Pascal G, éditeur de Folio SF. Oui. Alors, qu'est-ce que tu lui as demandé à Michael Moorcock ? Ou qu'est-ce que tu vas lui demander ? Je lui ai dit que j'étais très fier d'avoir certains de ses titres au catalogue de Folio SF. Et il a dit qu'il était ravi que ces titres puissent continuer à être lus en France grâce à moi. Donc je pense qu'on était tous les deux très contents de se rencontrer. Probablement moi plus content de le rencontrer lui que lui de me rencontrer moi. Mais enfin, en tout cas, il est très sympathique et très poli. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir d'Elric ? Mais c'est très vieux, moi j'ai lu ça il y a très très longtemps, mais je trouvais que c'était vraiment de l'aventure sans se prendre la tête et en même temps avec un côté très sombre qui, quand j'ai lu ça vers, je sais pas, 15, 16, 14 ans, enfin je sais plus trop, était plutôt intéressant pour moi, surtout pour moi qui lisais très peu de fantasy. D'accord. Ça a été un peu un initiateur ? Non, puisque de fait j'ai pas lu beaucoup plus de fantasy après, mais non, en plus je le lisais pas forcément comme de la fantasy, je lisais ça comme le reste, enfin voilà, c'était une sorte de SF, sauf que c'était des épées, enfin voilà, mais ça m'a pas, du coup ça m'a pas aiguillé plus vers la masse de l'heroic fantasy. Mais de fait, c'est vrai qu'à l'époque il y en avait pas tant que ça non plus en France, donc voilà. Tu n'as pas eu envie de le défier à l'épée ? J'aurais l'air juste ridicule. Oui, et puis faudrait avoir une épée maudite en plus. Oui, et ça court pas les rues. Bonjour à tous pour cette nouvelle émission Hypermonde. Donc je suis quand même plutôt honorée de recevoir aujourd'hui deux auteurs de fantasy. Donc à mes côtés, j'accueille Michael Moorcock. Bonjour. Bonjour. Auteur anglais estimé de fantasy et donc créateur du terrible Elric, l'une des figures du Champion éternel, un cycle qui a fait votre succès. On n'aura pas assez de l'émission pour citer tout ce que vous avez fait, mais on se centrera sur ce personnage. Et à vos côtés, j'accueille Fabrice Collin, également auteur, qui a déjà une bibliographie assez conséquente, qui a produit pas mal d'ouvrages, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà. Donc de nombreux romans de fantasy également, et principalement pour la jeunesse. Et nous accueillons également à nos côtés notre traducteur. Bonjour. Bonjour. Voilà, pour nous accompagner. Donc vous avez tous les deux collaboré à un nouvel épisode des aventures d'Elric, le fameux, qui s'appelle Les Buveurs d'âme et qui est publié aux éditions Fleuve Noir. Donc cette émission vous est consacrée. Bienvenue dans le cockpit d'Hypermonde qui va nous entraîner cette fois dans le multivers, au moins une petite partie. Alors pour débuter, je vais d'abord m'adresser à Fabrice Collin en tant que lecteur, parce que j'imagine que vous avez d'abord rencontré Michael Moorcock par ses livres. Donc comment s'est passée cette première rencontre ? C'est comme pas mal de fans de fantasy. Moi, je lisais de la fantasy pendant mon adolescence et ça faisait partie des 3 ou 4 premières séries que j'ai lues, puisque à l'époque, là, on parle des années 80, ça faisait figure d'incontournable. C'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. C'est-à-dire quand on s'intéresse à la fantasy et que on se dit bon, il faut que je comprenne ce qui a été fait, ce qui existe, quelles sont les choses que je dois absolument lire. Voilà, l'œuvre de Michael Moorcock s'impose assez rapidement, et notamment le cycle d'Elric. Donc moi, mes premiers souvenirs, c'est les lectures des livres parus chez Pocket, et ça devait être dans les années 86-87, parce que par ailleurs, je jouais aussi au jeu de rôle. Et il y a un jeu de rôle qui s'appelle Stormbringer, consacré à cette série. Oui, parce que le succès d'Elric l'a mené au-delà des livres et des ouvrages. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui, voilà, le retour d'Elric, qui n'avait pas disparu. Donc pour continuer,
maintenant, je pense qu'il va être temps de présenter donc, le personnage qui nous réunit aujourd'hui, donc Elric. Et je vais encore m'adresser au lecteur parce que je me méfie un petit peu du père créateur. Il y a l'affection, je pense. Donc, on va d'abord s'adresser au lecteur. Voilà. Donc pour cette question sensible, donc Fabrice Collin, à votre avis, qu'est-ce qui a valu cette détestable réputation à Elric auprès de ses pairs? Pour nous parler un peu de lui. Détestable, il a une très bonne réputation. Elric, c'est l'archétype du anti-héros qui tranche avec ce qui a pu être fait précédemment, c'est-à-dire des personnages lumineux qui vont subir une initiation, qui sont clairement du côté du bien, qui ont une quête à accomplir. En gros, on a l'impression que dans les histoires d'Elric, Michael Moorcock a pris à peu près le contre-pied systématique de tout ce qui faisait ou ce qui était censé faire le succès d'un livre de fantasy. C'est-à-dire que le héros ne va pas s'élever dans l'échelle, il commence au contraire tout en haut et c'est ensuite qu'il va descendre. Son amoureuse, il la tue, comme on l'a dit, pratiquement au départ, sans faire exprès. Il est maudit, il est malade, il est faible. Non, c'est pas sa faute. Voilà. Présomption d'innocence, c'est important. Il est... c'est un personnage qui commence, il est empereur. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui souffre, qui cherche un sens à sa vie et qui va assez rapidement constater, à son grand désappointement, qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Et qu'il est le jouet de forces supérieures qui sont non pas le bien et le mal, mais la loi et le chaos. Et ça, c'est un concept très intéressant qui a été repris par la suite dans de nombreux jeux de rôle, dont Donjons et Dragons, et pour lesquels Michael Moorcock n'a jamais touché de droit. Dommage pour lui. Mais c'est une façon, c'est un sacré coup de jeune à l'époque pour la fantasy, un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Et aujourd'hui encore, ça reste à mes yeux une série unique par sa façon de jouer avec les archétypes et les codes traditionnels de la fantasy. Oui, effectivement, en fait, j'ai donné les droits à Donjons et Dragons. C'est très gentil pour Donjons et Dragons. Donc finalement, maintenant, je viens d'arriver à vous, Michael Moorcock, à cette paternité qu'il va falloir donc assumer, que vous assumez depuis longtemps. Et donc quand même, Elric est marginal, proscrit, damné. Que pensez-vous de l'éducation que vous avez donnée à Elric ? I don't think of myself as his father. I think that's the problem I'm having. I think of him as being more my alter ego, my other self. So it's difficult to judge how he's what he's become, because you don't judge your children, I suppose. D'accord. En fait, effectivement, le problème, c'est que je ne me vois pas comme son père. Je vois Elric plutôt comme un autre moi. C'était une autre personnalité de moi-même, quelque chose en parallèle. Donc, et effectivement, je pense que c'est très difficile, en fait, de juger, parce que c'est difficile de juger ses enfants aussi. Donc, effectivement, comme Elric, vous n'êtes pas responsable. So, like Elric, you're not responsible for things? No. In a sense, I'm not, because you write the stories and they immediately become the property of the reader, and also other people who use Elric as Fabrice has said in games, they'll take on the role of Elric. So in a sense, he's become a sort of public creature rather than mine. I don't feel I own him in that way. Indeed, I don't own him in that way. Non, effectivement, je pense que c'est quelque part, il devient la propriété du lecteur à partir de. Donc, en fait, je perds les droits et la responsabilité de ce personnage. Et puis ensuite, comme disait Fabrice, il devient la propriété d'autres choses, des jeux de rôle. Il y a des gens qui prennent le rôle d'Elric. Donc, en fait, je perds tout le contrôle et ça devient une créature
public. Donc oui, non, je pense pas pouvoir contrôler Elric. C'est très rassurant. Hein. Donc voilà. On attend qu'il nous rejoigne, bien sûr. Voilà. Et s'il nous rejoint, d'ailleurs, je pense qu'il ne sera pas seul, parce que quand on parle d'Elric, il faut évidemment parler de Stormbringer, qui, je pense, est devenu aussi célèbre, sinon quelquefois peut-être plus célèbre qu'Elric. Est-ce que... Michael Moorcock, vous pouvez déjà nous présenter peut-être Stormbringer? Yes, I actually have Stormbringer at home in Texas. And it stands about so high, and I have to keep it in the broom cupboard because I'm afraid it'll get out and kill the cats. So I really do believe that. So I have to keep it well hidden so the cats are safe. En fait, je l'ai, Stormbringer, à la maison au Texas. Et moi, je me sens obligé en fait, de le laisser dans le placard parce que j'ai un peu peur qu'il sorte et qu'il tue les chats. Sérieusement, j'ai un peu peur, donc en fait, je le laisse toujours dans le placard. Voilà, donc Stormbringer, c'est donc l'épée maudite qui accompagne Elric tout au long de ses aventures et qui, je pense que, je ne sais pas justement ce que nous en dirait Fabrice Collin, parce que quand on démarre les buveurs d'âme, elle est déjà évidemment présente, et d'emblée, on aurait tendance à penser qu'elle incarne le fardeau du passé d'Elric. D'une certaine façon, oui. Alors c'est à la fois c'est une extension de lui-même, c'est sa principale alliée parce que c'est elle qui lui fournit sa force, son énergie, et puis c'est aussi sa pire ennemie parce que finalement elle tue sans discernement et parfois sans son accord, comme c'est arrivé pour sa fiancée. Et c'est probablement, je pense que Michael l'exprimerait mieux que moi, mais une métaphore aussi de l'addiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont il sait que ça lui fait du mal, mais ça lui fait aussi du bien d'une certaine façon, et il peut pas s'en passer. Et l'histoire de ce livre qu'on a écrit ensemble, Les Buveurs d'âme, ça raconte principalement ça, c'est-à-dire comment on peut essayer de se débarrasser de cette épée, et est-ce que simplement c'est possible? Et tout le paradoxe du livre, hein, c'est que finalement, pour s'en débarrasser, pour ne plus avoir besoin de cette épée, Elric cherche une fleur maudite, et finalement, pour réussir à s'approprier cette fleur, à un moment, il va devoir utiliser son épée. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux auquel il est confronté. Mais il est au début de l'histoire vraiment dans un mode comme un drogué repenti, quoi, qui a juré de plus jamais toucher à sa cam. Yes, he is an addict. It's impossible for him to live without the sword, or so he discovers. But he's constantly trying to live without the sword, and constantly trying to live according to a morality, a human morality, which he doesn't really understand, but which he wants to understand, because he belongs to a dying race, and the humans coming up who are very similar to his race, but not quite the same. So his interest in human beings is also how they manage to deal with certain matters, because obviously they're the successful species, and his people are no longer successful as a species, and so there's also that, and which deals. Pretty much with my own experience in the late 50s when I first conceived Elric, and I think that we probably of that generation we were very interested both in the sense that our own empires were dying, and we were also looking for some kind of regeneration, if you like. And so you're talking all the time about it is an addiction, but it's also a fascination with power, and an unwillingness to give up power, because in fact, of course, he could just give up and live on maybe some herbs or something, some kind of
rather benign medicine, but he instead prefers to look constantly for something that will substitute completely for the sword. But the sword also is sentient. It is a character in its own right, so that it contradicts what he wants to do quite a lot of the time. So he's kind of stuck with this ambiguity, and I think it's the ambiguity which is fascinating and gives the character his interest to readers. Okay. Donc en fait, effectivement, il y a cette idée d'addiction. C'était, il y a quelque chose. C'était lui, il découvre qu'en fait, c'est impossible de vivre sans cette épée. C'est quelque chose, il se rend pas compte au début, mais peu à peu, il voit. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est la moralité chez les humains, parce qu'en fait, sa race était et son espèce est en train de disparition, et en voie de disparition, et les humains qui viennent pour remplacer, qui représentent en fait la réussite. Donc en fait, il essaie de comprendre la moralité humaine. C'est quelque chose pour pouvoir réussir. Et en fait, ça vient de ma propre expérience dans les années 50, l'expérience de beaucoup de gens quand j'ai conçu le personnage d'Elric. L'idée, c'était à l'époque, il y avait les empires qui commençaient à disparaître. On était obligé de reconnaître et de laisser passer quelque chose qui existait avant les empires et tout ça. Et aussi, il y avait une idée de régénération à cette époque-là. Et c'est de là, il y avait toute cette idée d'addiction. Et il y a aussi, pour Elric, il y a aussi cette fascination avec le pouvoir et la puissance. Lui, par exemple, il pourrait vivre uniquement en utilisant des herbes et des médicaments doux. Et puis, ça pourrait être le remplacement de l'épée. Mais en fait, il préfère trouver quelque chose qui est un vrai remplacement, qui va remplacer complètement, au lieu de simplement survivre avec les herbes, avec les médicaments doux. Il essaie de vraiment complètement remplacer. Et puis ensuite, il y a aussi l'idée de l'épée en tant qu'objet conscient. Il y a une conscience, c'est quelque chose qui peut agir tout seul. C'est cette ambiguïté, en fait, qui fascine Elric. Parce que ce qu'il faut bien dire avec Stormbreaker, c'est qu'elle est animée, elle vibre. Elle l'appelle Elric, et donc il y a une vraie relation. Et c'est un personnage, effectivement, à part entière. Et c'est vrai que finalement, quand vous êtes arrivés pour faire cette collaboration, tous les deux, quand on lit l'ouvrage, on voit bien que la relation entre Elric et Stormbringer est le thème fort du roman. Donc, est-ce que c'était votre volonté d'apporter cet éclairage à tous les deux sur cette relation entre Elric et Stormbringer, ou justement poser la question de l'humanité d'Elric? C'est un petit peu tout ça à la fois, mais c'est vrai que c'est une histoire qui intervient chronologiquement assez tôt dans la suite des différentes histoires d'Elric, qui n'ont d'ailleurs pas été écrites forcément dans l'ordre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la chronologie et qu'on s'est dit, bon, où est-ce qu'on se met là-dedans, et est-ce qu'il y a encore des trous? Et oui, il y a encore des trous, et donc on arrive à un moment où Elric vient juste de détruire sa propre nation, et il est encore très traumatisé par ça. Effectivement, il est en pleine interrogation métaphysique. Il a eu entre les mains une sorte de livre de la connaissance ultime dans l'aventure qui se passe juste avant. Mais ce livre s'est effrité entre ses doigts, ce qui lui laisse penser qu'il n'atteindra jamais finalement la sagesse et qu'il va avoir vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive. Et en tout cas, il y a une certitude là-dedans, c'est sa relation à l'épée, qui est effectivement une relation très riche et ambigu, puisqu'il y a aussi quelque chose de féminin dans cette épée, comme vous le dites. Elle vibre, elle l'appelle, c'est un petit peu comme une sirène, quoi. Et il sait très bien que c'est sa damnation, et puis en même temps, il a besoin d'elle. Donc c'est vraiment
des amants maudits. Et de fait, lui, depuis sa fiancée, on le voit pas beaucoup avec des filles. Il flirte un petit peu, mais c'est comme si, d'une certaine façon, il savait que de toute façon, voilà, la question de l'amour est pour lui définitivement résolue. Maintenant, peut-être qu'il peut y avoir un peu de sexe, mais ça remplacera pas ce qu'il avait au départ. Et la relation la plus forte qu'il a à quelqu'un d'autre, c'est peut-être sa relation à Stormbringer. Si on met de côté sa relation d'amitié avec Triste Lune. Triste Lune aussi présent. Yes, I think that's true. The sword is also very jealous. In 2 cases, he's married twice, or close to being married twice, and the sword kills both women. Excuse me. It gave me an early reputation of being a woman killer. There's still critics who believe that I'm somehow anti-woman because these characters were killed like this. I think that and the relationship with Moonglam, or Tristalune as he's called in French, which is a very good name, very good translation of the name. He has a character who is almost his human conscience, and also is his ironic observer, somebody who doesn't necessarily see him as a great hero, but as a man with certain weaknesses, which he doesn't deny, but which the human character perceives probably better than Elric's own people might see it. Donc en fait, en plus, je suis tout à fait d'accord. En plus, l'épée, il y a une certaine jalousie. Hein. Souvent, cette épée, elle est jalouse. Effectivement, en fait, c'était Elric qui a été marié 2 fois, ou il était sur le point de se marier 2 fois. Et l'épée, c'est l'épée qui a tué les 2 femmes. C'est vrai que ça m'a donné une réputation à l'époque d'être un tueur de femmes et d'être anti-femme, d'être misogyne. Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que, puisque j'ai tué ces 2 femmes, ou parce que l'épée a tué ces 2 femmes, que je suis misogyne. Il y a aussi, en plus de l'épée, il y a aussi ce personnage de Moonglam en anglais et Triste Lune en français. C'est une très bonne traduction en français. Qui est un observateur qui ne voit pas Elric comme un héros, mais qui est plutôt un observateur ironique, c'est-à-dire qui a une certaine distance et qui reconnaît les faiblesses de cet homme. Il y en a d'autres, c'était Elric lui-même, il reconnaît qu'il a des faiblesses, mais peut-être que cette observation humaine, ça aide, c'était un peu plus de recul et qui voit mieux les faiblesses d'Elric. Parce que finalement, donc, vous avez ajouté un épisode au sein du cycle. Voilà, ça c'était le choix que vous avez fait. Donc, il est vrai que souvent on arrive actuellement plutôt comme avec Dune, la succession d'Herbert a décidé de raconter les premiers temps. On aurait pu imaginer aussi que vous auriez pu choisir de raconter ces premiers temps, où la question ne s'est jamais posée. C'était vraiment d'intercaler un épisode. Ça, je sais pas, il faut demander à Mike, en fait. Mais ce que je sais, c'est que bon, en fait, l'idée de ce roman, ce roman est en fait tiré d'une novella, c'est-à-dire une longue nouvelle qui a été écrite par Michael il n'y a pas très longtemps. Et à l'époque où il l'a écrite, il avait déjà en tête la possibilité de ce roman en français. Il a d'autres histoires en réserve. Et donc, si on continue, on a tous les deux envie de continuer, mais après, je pense que ça dépend des ventes, tout simplement, considération commerciale. Si on continue, donc peut-être... Donc il faut acheter Elric les Buveurs d'âme, c'est ça, pour avoir la suite. C'est aussi un cercle vicieux. Si on veut d'autres livres, il faut acheter celui-là. Non, mais ça, ce sont les dures lois du marché. Bon, si on continue, on va forcément explorer d'autres époques. Mais moi, enfin, personnellement, j'ai le sentiment que ce début et cette fin du cycle
j'ai pas vraiment, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de savoir ce qui se passe avant ou après. Je pense qu'au contraire, il faut continuer à explorer la psyché de ce personnage et approfondir certains points comme on l'a fait ici, et que ça nous donnerait, si on a la chance de le faire, une occasion, de mon point de vue, unique dans une littérature à laquelle on reproche souvent son manque de profondeur psychologique, d'aller dans les fonds des choses et dans les tréfonds de l'esprit d'un personnage aussi torturé et complexe qu'Elric. Ce qui est intéressant dans cet ajout, c'est l'idée donc d'enlever à Elric tous ses attributs finalement. Il va être... on va essayer de ne pas déflorer l'histoire, mais il va se retrouver finalement au plus proche de son humanité, de sa faiblesse. Et finalement, on arrive avec une lecture évidemment complémentaire. Ce qui est marrant, c'est que le succès d'Elric s'est construit aussi sur cette figure physique forte, un albinos. Donc il porte les stigmates de cette mort annoncée. Il a son épée maudite. Il est accompagné de personnes comme Triste Lune. Et là, finalement, on va retrouver un homme assez fragile, esseulé. Est-ce qu'après, dans votre collaboration, cela a dû être des réflexions assez poussées, justement, sur la psychologie et qui pouvait être Elric sans tous ses attributs? C'est venu assez naturellement. En fait, on est... Michael et moi assez impatients et on écrit souvent vite et sans trop réfléchir parce que sinon on s'ennuie. En fait, c'est quelque chose qu'on a en commun et donc en fait ce que vous dites là est vrai, mais on l'a pas forcément intellectualisé comme ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est une exploration du personnage sans ses attributs. Et d'ailleurs, c'est toujours assez difficile de parler d'Elric sans faire tout de suite des analogies ou des métaphores à caractère sexuel, moi, je trouve. Parce qu'il y a un côté impuissance, voilà, bon. Mais ce qui était très rafraîchissant et surprenant dans le fait de travailler avec Michael, c'est que, en fait... En vérité, on n'aborde pas ces questions entre nous. Elles vont de soi parce qu'elles découlent naturellement de la psychologie du personnage. Et nous, on va plutôt se dire quand est-ce qu'il y a un combat, tiens, si on mettait un crocodile géant, voilà, des trucs très très terre à terre comme amusez. Ça. Exactement. Et moi, j'ai trouvé ça dans le fait de travailler avec lui, super et inattendu au moment où je commençais à travailler, parce que c'était deux gamins, quoi, en fait, qui disaient on a un grand jeu de construction et qu'est-ce qu'on met comme péripéties. Et la psychologie, elle découle des personnages, quoi. Yes, I think that's a very good way of putting it. We had a lot of fun, doing the story. And in a way, we're sort of like the two characters in the story. I'm not sure whether Fabrice is Elric and I'm the sword, or the other way around. C'est comme vous voulez. And we just we're friends. It makes it a lot easier to have fun, really. I mean, even though the story itself is dramatic and tragic and so on. In the construction of the story, it gives us a lot of we can play a lot and enjoy the structure. But obviously when you write it, you've got to focus very seriously on what's going on and take it seriously, because it's ultimately it's a good metaphor, and so the metaphors have to always ring true, otherwise the whole thing disintegrates. So I think that's really what Fabrice has done, which is a very impressive thing to do, I think, because although there have been other Elric stories, gaming stories written by people who do game scenarios.
I've never really ever worked with anybody closely the way I worked with Fabrice, and it went very well, I must say. It's not a very profound thing to say, but it was. Donc en fait, oui, je pense effectivement c'est une bonne façon de le dire. C'est un peu comme cette image de deux enfants qui travaillent ensemble. C'est-à-dire on s'est beaucoup amusé. C'est-à-dire en fait c'est un peu comme les deux personnages dans le livre. Maintenant je ne sais pas si c'est Fabrice, Elric et moi l'épée ou le contraire. Mais je pense que c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Maintenant c'est vrai que c'est une histoire sérieuse. Il y a quelque chose de tragique. Il faut quand on écrit il faut être vraiment très sérieux, c'est un métier, il faut travailler le texte. Et en plus, ici, c'est une bonne métaphore, je pense que le livre, et pour que ce soit une bonne métaphore, pour que ça fonctionne en tant que métaphore, il faut que ça soit crédible. Et c'est ce que je trouve que Fabrice, il a fait, et d'une manière merveilleuse, c'est très impressionnant. Il a rendu quelque chose de crédible. Moi, dans le passé, j'ai déjà travaillé avec des gens qui ont écrit des scénarios, surtout pour les jeux, à partir d'Elric, mais j'ai pas travaillé avec eux. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un. Et c'était vraiment une très bonne expérience. Maintenant, c'est pas forcément très profond, ce que je dis, mais c'est ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. D'accord, parce que dans le travail de collaboration, donc il y avait un texte déjà écrit par Michael Moorcock, mais vous avez eu complètement la main sur l'écriture de cet ouvrage. Sur l'écriture, oui, parce que le but était d'écrire le livre en français. Et Michael n'écrit pas le français, donc on ne pouvait pas l'écrire à deux. Voilà, donc au bout d'un moment. Pas une traduction non plus. Non, ça, simplement il y a une novella qui est un petit peu le noyau de l'histoire qu'on a approfondi et étendu. Et moi, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est traduire ce texte-là pour rentrer aussi dans la façon d'écrire de Michael et dans un petit peu la musique, même si c'est une traduction et donc c'est une autre musique. Mais pour moi, c'était important de me réapproprier ce texte-là en commençant par faire ce travail. Et ensuite, l'idée aussi était de rester le plus fidèle possible à l'esprit général de l'œuvre. C'est pas une variation sur le thème d'Elric, c'est pas mon idée de Elric. Ça, c'est des choses qui ont pu être faites par ailleurs dans des anthologies où on dit voilà, écrivez votre histoire d'Elric. Et moi, j'ai participé à ça. Là, l'idée était de se dire voilà, ce livre pourrait être la traduction d'un roman, enfin d'une histoire écrite par Michael en anglais. Il faut que ce soit le plus proche possible de ce que lui pourrait écrire. Donc, il y a un travail d'appropriation de l'écriture et de l'esprit à réaliser. Et pour le reste, voilà, on a travaillé le plus possible en amont, de façon à ce qu'après, quand j'écrive l'histoire, moi, j'ai plus de doute, quoi. Après, l'écriture, je me base sur ce que je sens de cette musique, de son écriture à lui, mais encore une fois, en anglais. Et puis, sur les traductions aussi, qui, même si elles sont pas parfaites, enfin, ont le mérite d'exister. Et voilà. Donc, il y a un travail d'imprégnation pour réussir à obtenir quelque chose qui fait pas tâche dans la lignée des autres histoires qui ont été écrites par Michael. La question, finalement, qui arrive avec cette traduction, c'est pourquoi vouloir faire un prolongement d'Elric en français, dans une langue qui n'est pas la vôtre, et pourquoi ce choix? I've always had Elric has always had a very large presence in France from the 60s. Philippe Drouillet, for instance, did a graphic novel which was all his. It was basically his idea, using my characters. And that was pretty much in the mid-60s, I think, that he did that. So it was soon after Elric was first introduced to the English reader. The French reader was the next audience to get him. I think before the Americans.
And so I've always had a very strong sense of Elric belonging to France as much as he belongs to England. I've always had very good... the design of the books has always been very good, and so on. So, and because I'm now living in France half the year, I also thought that it would be a very good thing to just produce, new novels in French and have them translated into English. I just like the idea of it. I've always liked the idea of transformation, of constant reinterpretation. And so that when this book presumably will eventually come out in England and America, and I just like the idea of seeing it, translated from the French. It's probably a very sentimental idea, but it's a strong sense of. It's very hard to describe, really, because it has to do with a huge number of different emotions and thoughts, and also I think that in many ways this kind of fiction, particularly Elric, has certain origins in French 19th century literature, which I enjoy a great deal. In England, they used to call me the English Dumas because of what I did. It was like say the Three Musketeers, and I'm a great fan of Dumas for that matter. I mean, in my current novel, I'm using Dumas characters, and in other novels I've used Balzac and so on. So I have this. Although my French is very bad, I still have this great affection for French literature, and it's been a great influence on me. I mean, the existentialists, for instance, were a huge influence on Elric when I was first writing him, because I was reading Camus and Sartre and so on, as everybody did then. I mean, when I was growing up, they were the kind of favorite turn-ons. Donc, le début d'Elric, il y avait déjà une version graphique dessinée des histoires d'Elric en France. C'était fait par Philippe Drouillet. Et en fait, je pense que c'est la traduction d'Elric, c'est arrivé en France, même avant d'être distribué ailleurs aux États-Unis. Donc Elric a existé en France presque juste après son apparition en Grande-Bretagne. Donc pour moi, Elric a toujours appartenu autant à la France que la Grande-Bretagne à l'Angleterre. Et maintenant, cette idée de réécrire un livre d'Elric, moi maintenant, la moitié de l'année, j'habite en France. Et j'aimais bien l'idée. J'aimais bien l'idée d'avoir un livre qui sort en français, qui soit traduit en anglais. Et puis je pense qu'éventuellement, ce livre va finir par sortir en anglais. Ça sera traduit. Ça va sortir en Angleterre et aux États-Unis. Il y a quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de sentimental, quelque chose d'émotionnel. C'est difficile à expliquer, en fait, parce qu'il y a tellement d'idées derrière ce sentiment, tellement d'émotions différentes. Mais j'ai toujours été je me suis toujours intéressé aussi à la littérature française, surtout la littérature du 19e siècle. Et en fait, en Angleterre, dans le temps, on m'appelait le Dumas anglais. C'était parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une ressemblance entre Dumas et il y avait quelque chose des Trois Mousquetaires dans ce que j'écrivais. Et même maintenant, je suis en train d'écrire un livre où j'utilise des personnages de Dumas dans mon livre. Et j'ai déjà utilisé des personnages de Balzac aussi. Et je pense que j'ai toujours aimé aussi l'écriture existentialiste, le mouvement existentialiste français, Camus, Sartre. Et ils ont eu une grande influence sur Elric aussi. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de cette volonté
de continuer l'histoire d'Elric. Il y a toujours eu dans votre travail une attention pour de nouveaux auteurs. Vous avez travaillé pour de nombreuses revues, vous avez découvert et lancé pas mal de jeunes auteurs. Pour vous, c'était une évidence aussi d'aller dans la transmission et de faire perdurer vos figures et de les léguer à de nouveaux auteurs? Yes, it's very important. Since I was doing the magazine New Worlds, one of the reasons I kept it going was specifically because it gave a place for new authors to be published, particularly new authors with new ideas, new impetus. So the same sentiment goes through pretty much all of my work. The Jerry Cornelius stories that I wrote were taken up by other writers, and it's something that I don't know many other people like to do. But I somehow I come out of a milieu that I suppose has always done this, and in a way, it's much better to plan the sequels, the other stories with Fabrice living while I'm still alive, than have writers come along later when I'm dead and when I've got when I had no pleasure from it. And so yes, I mean, it's very, very important for me to encourage new writers and encourage new writers to do their absolute best and their most individual best, which is again what I think, from what I gather, that Fabrice has brought to the book. That as well as remaining close to the spirit of the original stories, he's also brought a great deal of himself. And he brought, I mean, he's a well-established author. I mean, it's not. This is a collaboration of equals. It's not me sort of saying to Fabrice, oh, how would you like to do it? Or it was never like that, and I don't see it like that. I think we have a great deal in common, but and that's really in this case, in the case of Elric, it's very much an equal collaboration. In the case of younger writers, I that's true. I always have encouraged them, and will continue to encourage them. I hope. But it's not the same. Sorry, it's not the same thing. It's this collaboration isn't the same as New Worlds. Yeah. Donc, oui, en fait, effectivement, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. C'était, en fait, le fait de participer, c'était de faire durer le magazine New World, c'était exactement pour ça. C'était surtout pour donner un moyen d'expression pour les nouveaux auteurs, pour surtout les nouveaux auteurs avec de nouvelles idées. Je pense que c'était dans mon écriture aussi, il y a un peu ce même sentiment. C'était avec Jerry Cornelius, la série Jerry Cornelius. C'est un peu la même chose. Il y a d'autres personnes qui ont repris Jerry Cornelius pour faire leurs propres œuvres. Et je pense que, évidemment, c'est avec Fabrice, l'avantage, c'est que maintenant, je peux travailler directement avec lui. Et comme ça, on va faire des histoires, on peut créer des nouvelles histoires avant que je ne meure. Parce qu'en fait, je veux très bien profiter de ça et avoir de plaisir au lieu d'attendre que je sois mort et puis que les autres en fassent ce qu'ils veulent et puis je ne pourrai jamais en profiter. Maintenant, c'est important de dire de souligner le fait qu'avec Fabrice, ce n'est pas du tout, je ne le vois pas du tout comme un jeune auteur, c'est un nouvel auteur, c'était dans le sens de quelqu'un que je vais encourager. Là, c'est vraiment une collaboration entre des pairs. On est au même niveau, c'était vraiment quelque chose. Et c'est vrai que, comme il disait, il a essayé de rester extrêmement fidèle à l'histoire et à la série d'Elric, mais en même temps, il a apporté quelque chose de très personnel, quelque chose qui lui appartient à lui. Et je pense que c'était très important pour cette œuvre, ça rajoute vraiment quelque chose.
Et en plus, quand on travaille ensemble, je vois qu'on a beaucoup de choses en commun. C'était aussi important pour cette œuvre. Mais maintenant, pour les gens qui sont plus jeunes, des nouveaux auteurs, oui, je les ai toujours encouragés à écrire et je vais continuer à faire ça. Très bien. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, vous avez encore pas mal d'histoires, vous avez pas mal de projets ensemble. Et la volonté d'étoffer Elric ou d'aller peut-être au-delà, puisqu'il faut rappeler qu'Elric est en fait une facette de ce que l'on appelle donc le champion éternel et qui est le véritable cycle qui héberge la figure d'Elric, mais aussi avec Gorum, Hawkmoon et Rayquaza. Donc, est-ce que cette première collaboration pourrait amener aussi à étoffer cette vision du multivers ? C'est une question que je me suis pas posée, ça. Moi, j'ai éprouvé un grand plaisir et une grande fierté à travailler avec Michael sur ce premier livre. Évidemment, je serais ravi qu'il y en ait d'autres, que ce soit des histoires d'Elric ou autre chose. Après, il a aussi ses propres livres à écrire et moi aussi. Mais je serais partant pour faire ce qu'il veut avec lui, parce que je pense que voilà, c'est à mon âge, avec mon parcours, c'est aussi, et malgré le fait que effectivement Michael fasse tout pour qu'on se sente son égal, pour moi c'est aussi une figure tutélaire, historique, presque mythique, et de temps en temps je reprends mes esprits et je me dis, mais tu travailles avec Michael. Et c'est un de ses pouvoirs, ça, d'arriver à faire oublier ça, en fait. Moi, j'ai lu Hawkmoon, j'ai lu Jerry Cornelius, j'ai lu pas mal de choses, en fait, de Michael, et s'il voulait me faire travailler sur autre chose, enfin, qu'on travaille ensemble, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, je serai toujours partant. Voilà. Yes, that would be very good. Also, with Hawkmoon, the great thing about Hawkmoon is it's fundamentally based in France, in the Camargue, and the language that they use is a corrupted version of French. But the bad guys are English. And this was done at a time when there was still sort of national notions of in national rivalries after the war, after the Second World War. There were it was because the central character Hawkmoon is German, so he it's an early version of the European Union. But here in the story, the English are decidedly the bad guys doing conquering everything and burning and looting and so on. So at that time, it was very important for me to make that decision because there hadn't no English writer that I knew of at any rate had ever used France as the base of the stories, and a hero who was from Cologne. So I mean that is actually, that would make if we ever did do a Hawkmoon, it would be a great way of bringing it round back to to France, where most of the action takes place, and many of the characters are French. So it would just be again, it is sentimental, but it's also a great sort of heroic idea as well. and I think maybe we haven't talked about that, but it would be good to talk about, perhaps, if Fabrice was interested. Bon, en fait, oui, c'était effectivement, ça pourrait être intéressant. Surtout, c'était par exemple prendre le personnage de Hawkmoon, qui en fait c'est des histoires. Le cycle Hawkmoon, ça se passe en France principalement. Donc en fait c'est une façon de ramener l'histoire en France. Et leur langue, c'est une version déformée, un peu corrompue du français. Et dans ce livre, effectivement, en fait les méchants, ce sont les Anglais. C'est les Anglais qui vont en train de
piller ces Anglais qui sont en train de brûler tout. Et c'était fait effectivement après la Seconde Guerre mondiale, où en fait c'était un moment où il y avait toujours beaucoup de conflits. Et le héros de l'histoire, c'est Hawkmoon, qui est allemand. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était important pour moi de le faire parce que, à ma connaissance, il n'y avait pas d'autres écrivains anglais qui situaient leurs histoires, les intrigues en France. Et j'avais envie de le faire avec un héros qui vient de Cologne. Et si on prenait l'histoire de Hawkmoon, si on écrivait un autre livre avec Hawkmoon comme personnage principal, ce serait une façon en fait de ramener l'écriture en France. C'est vrai que c'est encore là, c'est un sentiment, c'est plutôt une idée sentimentale, un peu émotionnelle, mais je pense que c'est vraiment une très très bonne idée. On n'en a jamais parlé avec Fabrice, mais je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de très intéressant. Mais en fait, en lisant le livre, bon, là, parce que je pense que maintenant, il est temps, à la fin de l'émission, de dire la vérité. Hein. Donc, vous étiez là pour réhabiliter un petit peu les relations franco-anglaises. Et nous l'avons très bien compris, le projet final, en fait, de cette collaboration et de vouloir faire des réécritures, c'est de reprendre la plus célèbre réécriture franco-anglaise qui soit. Donc, quand est-ce que vous écrivez la suite de La Quête du Graal que n'a pas pu achever Chrétien de Troyes? Fabrice, Colin Non, on va faire Hawkmoon d'abord. D'accord, mais Michael Moorcock. I can only agree. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, mais c'est très bien. Donc je vais vous remercier, Fabrice Colin et Michael Moorcock, d'être venus parler d'Elric et de vos prochains projets, donc de réécriture de La Quête du Graal. Ouais. Dites-moi merci. Voilà. Donc nous allons poursuivre notre voyage dans les littératures de l'imaginaire à bord d'Hypermonde et je vous remercie tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Non mais tu vas me couper le montage. Mais c'est trop tard, ça enregistre. Alors, donc je suis avec Olivier Legendre, libraire, librairie Sorams, spécialisé en SF et fantasy, et Lionel F, parce que tu es un anonyme, hein, un lecteur de fantasy. Donc je vais commencer, messieurs, par vous demander, mais alors qu'est-ce que vous lui avez demandé à Michael Moorcock, toi Olivier? Ah ben un petit mot. Tout ça. Non, j'ai commencé par lui demander s'il voulait venir faire quelques dédicaces dans ma librairie, tant qu'à faire, dans notre librairie. Un homme intéressé, donc. Tout à fait. Et non, simplement parler un petit peu de l'importance que ces bouquins ont pu avoir dans un parcours de lecteur. Mais ton importance à toi, pour toi ou... Ah oui, mon importance pour moi, oui. Et alors, tu sens que tu es devenu un épéiste converti après avoir lu Elric, ou tu as envie de réduire à néant Montpellier Ah non, pas du tout. Elric, c'est loin d'être ce que je préfère chez Michael Moorcock. Même si j'aime beaucoup sa fantaisie, il a commis quelques bouquins qui tirent plus vers le fantastique, voire vers la littérature dite générale, qui sont de pure merveille. Parce que derrière les épéistes, il y a des personnages et des romans qui sont la marque d'une grande plume tout court. Et tu as des noms? Des titres? Eh bien, il faut lire par exemple, Gloriana, il faut lire Mother London, il faut lire les nouvelles de Michael Moorcock parce qu'il y en a beaucoup et malheureusement elles sont très peu connues. Et voilà, Michael Moorcock, c'est un personnage central de la littérature anglaise au sens large, d'une part pour ses écrits et puis aussi pour le rôle qu'il a eu dans les années 70 sur le renouveau de la littérature de genre anglaise aux côtés de Ballard et compagnie. Non, c'est un personnage central qui a plus d'une facette et clair que c'est pas les grosses épées qui l'emportent à mon sens. Et toi Lionel, alors qu'est-ce que tu lui as demandé à Michael Moorcock? Alors, effectivement, j'avais 20 ans de questions en tête à lui poser. Alors, monsieur Michael était très pris et un petit peu sourd, je crois, donc j'ai dû me reprendre plusieurs fois pour lui poser une question, mais bon, c'est tout à fait normal. Non, mais ceci dit, c'est quelqu'un de très sympathique, et moi, la question que je lui ai posée était vraiment très simple, c'est savoir pourquoi est-ce qu'il avait vraiment beaucoup plus développé le personnage, ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier. Ce que disait Olivier.
Pourquoi est-ce qu'il a beaucoup plus développé le personnage d'Elric par rapport à soit aux autres romans, soit aux autres personnages, enfin son champion éternel, donc le même personnage qui existe aux différentes incarnations, pourquoi plus lui qu'un autre, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est ce personnage-là qui ressort dans le nouveau livre, pourquoi est-ce que c'est toujours Elric? Et donc il m'a répondu qu'effectivement il y avait de sa part une grande affinité avec le personnage qui s'identifie beaucoup plus avec ce qu'était Elric, donc avec ce qu'est la personne, mais aussi tous ses travers et tout peut-être l'aspect un peu romantique du personnage. Donc il s'y retrouvait beaucoup plus. Donc ça c'était intéressant. Mais après je pense qu'il faut pas effectivement, je considère aussi qu'il faut pas réduire les écrits de Michael Moorcock avec juste le champion, le personnage, le héros, l'anti-héros avec sa grosse épée. Mais il y a énormément de personnages secondaires aussi qui sont très intéressants. Et je pense que c'est là où il est un peu la richesse de ses œuvres. Alors, on était content de rencontrer Michael Moorcock. Ah bah on le saurait à moins, oui. Alors Lionel, toi aussi, tu étais content de rencontrer Michael? Je suis très content, c'était une surprise. Et puis je remercie la libraire, @lalibraire sur Twitter, pour m'avoir permis de le rencontrer. Merci.